Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK, consacrée aujourd'hui à la gestion relations citoyennes, la GRC, nouveaux défis techniques et politiques des collectivités territoriales, avec notre partenaire sur cet événement, JVS Meristem. Je suis Julien Prévoto, responsable de collection éditoriale aux éditions VK. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cet événement. Alors, au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions sur la fenêtre questions que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nous tenterons d'y répondre au cours de cette conférence ou bien pendant notre session de questions-réponses de 10-15 minutes au terme de cette conférence. Restez donc bien connectés. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne. Vous pourrez donc visionner à nouveau l'événement dans les jours à venir. Nous avons donc l'honneur et le plaisir d'accueillir 3 intervenants aujourd'hui de grande qualité qui vont nous offrir à la fois leur retour d'expérience et leurs conseils opérationnels. Alors tout d'abord, en direct de la Meuse, dans le Grand Est, Monsieur Julien Didry, maire de Bras-sur-Meuse et vice-président en charge du numérique à la communauté de communes de Verdun. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Et avec nous dans notre studio, Monsieur Guillaume Grandin, directeur de la relation citoyenne à la ville de Rouen. Bonjour Monsieur Grandin. Bonjour. Et enfin, Jean-Marc Poncelet, directeur général de Citopia, filiale de JVS Meristem, spécialisée dans les solutions de GRC. Bonjour Monsieur Poncelet. Bonjour. Alors la GRC, concept pas totalement nouveau, mais profondément révolutionné par l'évolution technologique et numérique, qui offre des perspectives entièrement nouvelles, à la fois outils de communication pour une nouvelle relation citoyenne, source de développement et d'attractivité du territoire, et pourquoi pas, aujourd'hui et à l'avenir, élément fondamental de la démocratie locale à l'heure du questionnement quant au maintien, voire à la survie du service public dans certains territoires ruraux et peu denses en population. Alors, monsieur le maire, monsieur Didry, nous allons naturellement nous tourner d'abord vers vous. Vous êtes l'élu d'une ville de 800 habitants, je crois, connu et reconnu comme le village le plus numérique de France. Je vous en prie, la parole est à vous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis Julien Didry, le maire de Bras-sur-Meuse, petite commune de 750 habitants, située au pied des champs de bataille et aux portes de la ruralité, en plein cœur de la Meuse, un territoire magnifique. Donc, je vais vous évoquer avec vous un petit peu notre vision, en tout cas, ce qu'on a mis en place à Bras-sur-Meuse, cette petite commune, autour de la GRC, qui s'appuie sur un constat comme on peut faire un peu partout. Alors, voilà, nos faiblesses, je passe très rapidement par rapport à une particularité de densité de la population très faible, 200 000 habitants, vous imaginez, pour toute la Meuse. On a un problème de personnel qualifié. On a une couverture numérique qui n'est pas terrible, mais qui maintenant va être réglée grâce à la région Grand Est, qui est la première région de France qui va fibrer toutes les communes jusqu'à la dernière ferme d'ici à 4-5 ans. Mais par contre, à côté de ça, on a des atouts. On a des atouts qui sont un positionnement géographique intéressant. On a des richesses naturelles et on a un espace complémentaire. Et tout ça est conjugué à un contexte qui, pour moi, est le cœur de notre stratégie sur la Meuse et sur tous les territoires ruraux, c'est les évolutions sociétales, donc c'est-à-dire les attentes de la société par rapport à leur vie, par rapport aux relations qu'ils ont au travail, par rapport à la qualité de vie, par rapport à la famille qui a complètement changé. Ces rapports-là, c'est impressionnant, c'est un bouleversement majeur. Et puis conjugué aux technologies, c'est-à-dire les technologies aujourd'hui qui permettent concrètement de pouvoir travailler différemment et de pouvoir travailler un peu partout pour une certaine catégorie de la population. Tout ça mis en perspective avec les atouts de la Meuse, parce que nous, ici, on a de la qualité de vie, on a de l'espace. Moi, quand je vais au boulot, j'ai 1 minute 30. Voilà, quand il y a de la neige, j'ai 1 minute 15 quand il n'y a pas de neige. Donc, on est capable d'accueillir des populations pour leur famille, pour eux, à condition d'avoir de la connexion. Et c'est ce qu'on a fait ici à Bras. Alors, tout ça, c'est une stratégie que je résume en 1 minute 50. Mais derrière, on a mis plein d'actions à Bras-sur-Meuse que je vais vous évoquer rapidement. Donc, sur cette diapositive, je vous montre quelques exemples de GRC, quelque part, sans forcément au départ, en 2001, quand j'étais élu maire, la partie e-démocratie que j'ai mis en place, c'était la première mesure que j'ai mis en place. Quelque part, je n'ai pas appelé ça de la GRC. Aujourd'hui, on parle de la GRC, mais c'est plutôt naturellement qu'on a fait ça. La démocratie, elle a fortement évolué ici. On envoie à 80% de la population l'heure du jour détaillée et ils ont jusqu'à 22h30 pour réagir. Mais derrière ça, aujourd'hui, ça a évolué dans le temps.
Et maintenant, ils travaillent sur un document collaboratif, c'est-à-dire que ce soit la secrétaire, les élus et tout le monde et la population travaillent sur un document collaboratif et les habitants, d'ailleurs j'ai un conseil municipal ce soir, les habitants peuvent mettre des réactions, ils ne touchent pas au document, mais ils peuvent mettre des réactions. Donc, il faut venir sur la diapo précédente parce que c'est le cœur de mon intervention. Donc voilà, la démocratie, les réseaux sociaux, ça c'est plutôt standard, les QR codes c'est rien, mais les QR codes c'est juste les documents, les monuments qui parlent. En flashant ce QR code, vous pouvez avoir l'histoire du monument. La mobilité c'est essentiel pour moi, je signe 99% de mes courriers avec mon iPad ou mon iPhone avec un stylet, donc tout est dématérialisé, vous le voyez par rapport au e-cloud, le e-cloud en dessous, le cloud en dessous, donc toute la mairie a été digitalisée, tous les documents sont digitalisés et donc les élus ont accès à tous les documents de la mairie, la population a accès à une partie de ce cloud et tout ça est connecté sur une table du conseil municipal que vous voyez sur la photo qui effectivement permet d'accéder à tous les documents. Donc la mairie est 100% dématérialisée, il n'y a plus de papier en tout cas pour les élus et tout ça a été possible aussi par une acculturation numérique que vous voyez sur la dernière photo en bas à droite. C'est un pôle numérique multimédia qu'on a mis en place dans une commune de 750 habitants qui a permis de former à peu près 500 personnes et d'acculturer. Tout ce que je résume là, c'est quand même 10 ans. Bon, sur la diapo suivante, c'est un site internet, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Tout le monde doit avoir un site internet. Mais derrière, il y a toute la partie e-administration qui est faite. Les relations avec nos habitants est faite énormément par internet. Mais pour autant, la mairie est à les mêmes heures d'ouverture qu'avant, même plus. Parce que derrière, je crois justement dans ce moment où la technologie qui n'est finalement qu'au service de l'homme. Avec ce moment technologique, je crois que l'humain est encore plus important. En tout cas, nous, il n'y a pas de réseau numérique sans le réseau humain. On a la déclinaison sur une application native, ce qui est rare, en tout cas dans une petite commune comme ça. Voilà, donc on a une vraie application native qui est intéressante, notamment pour nous. On peut s'appuyer sur les notifications, la géolocalisation. Donc voilà, on a cette application native. On a aussi, c'est sans doute pour moi le projet qu'on a mis en place sur la diapo suivante, qui finalement est le moins cher, mais qui est le plus efficace, c'est la partie réseau sur le groupe. Alors donc, si on peut regarder sur la diapo suivante, c'est un groupe, voilà. On a mis en place un groupe secret entre habitants. Donc, il n'est accessible et uniquement par les Brésiliens, et c'est nous, mairie, secrétaire et moi et des élus, qui font rentrer les gens. On veut être sûr que derrière, ce sont des Brésiliens. C'est pas qu'on a quelque chose à cacher, mais on veut être juste entre nous. On fait nos affaires entre nous, on échange. Je fais des Facebook Live. Là, j'en avais fait un pour le parrainage. J'en ai fait un il y a 3 jours pour expliquer la légère augmentation d'impôts aux habitants, où les gens pouvaient réagir, poser des questions, et puis derrière, voilà, et puis maintenant c'est en replay, et les gens peuvent avoir toutes les explications sur l'augmentation des impôts. Donc c'est pour moi un des meilleurs outils. 80% de la population de Bras-sur-Meuse est connectée à ce groupe, 80% des foyers, 80% des foyers, donc sur ce petit groupe Facebook Live. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, on a mis aussi en place sur le web et sur la diapo suivante accessible de l'extérieur, être sur les réseaux sociaux sans y être, c'est-à-dire qu'effectivement, on donne accès aux publications aux Brésiliens, ceux qui ne veulent pas être inscrits sur Facebook, donc les 20%, ils peuvent avoir accès via un espace dédié. Bon, là, le projet d'après, c'était juste pour montrer que les technologies est au service de l'homme, c'est-à-dire qu'on a mis en place un projet de crowdfunding sans argent, et là, le but du jeu, c'était quoi? C'est de demander d'utiliser l'informatique et quelque part l'outil informatique, oui, pour pouvoir recenser les qualités dans le domaine du bâtiment, et voilà, plutôt que de l'argent, les gens ont donné des heures, et déjà à ce stade, le toit est fait, et donc on a une équipe de 25 personnes qui maintenant a bien ses tâches, et on va rénover le foyer de manière participative. On a aussi un outil qui est important et qui, mine de rien, dans une petite commune de 750 habitants, c'est la gestion collaborative de l'espace public. Donc là, vous allez dire, dans une commune de 750 habitants, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un outil de ce niveau-là? Mais moi, je dis oui, pourquoi? Alors bien sûr, on pourrait s'en passer, mais en termes d'efficacité, il y a bien sûr les signalements qui sont faits par les habitants, mais il y a aussi toute l'administration derrière dans le back-office qui nous permet, nous, de suivre les tâches qui ne sont pas signalées par les habitants, mais aussi tout ce qu'on y met pour suivre l'optimisation du travail des agents communaux. Et ça, autant, et c'est encore plus efficace d'ailleurs, à mon avis, dans les grandes collectivités, parce que derrière, pour optimiser les tournées, reboucher les trous et compagnie. En tout cas, c'est un outil collaboratif et ça permet aussi, ça a une autre vocation, c'est que finalement, les habitants, ce sont nos yeux, nous, élus, et puis que, je veux dire, la gestion d'une commune, elle n'est pas uniquement faite que par les élus et les agents, les habitants doivent aussi participer à cette gestion, donc c'est pour ça que cet outil est très important. On a mis en place une communauté, grâce au numérique toujours, de voisins vigilants, sans doute la plus grosse communauté de France. Tout ça s'appuie, si c'est dans cette présentation, c'est que ça s'appuie sur les technologies. Et donc là, c'est une
quelque part, tout le monde connaît Voisin Vigilant, mais là, on a un peu détourné le système parce que les gens ne publient pas directement sur la plateforme, mais ça passe par un agent. Mais tout ça est grâce aussi aux technologies. Et on l'a décliné après par un truc assez original sur la déclinaison de Voisin Vigilant avec de la vidéoprotection pour les habitants. 100% en ligne sur la diapo suivante. Et donc, on a travaillé avec une société de l'ouest de la France qui s'appelle T-Watch. On a négocié avec eux, on a donné la possibilité, grâce à notre connexion très haut débit, aux habitants de pouvoir s'équiper pour une somme modique. Alors, tout ça, pourquoi? Parce qu'effectivement, dans les territoires ruraux, il est fréquent qu'il y ait des vols. Et donc, après, c'est un vrai traumatisme. Donc, plutôt que nous, on n'a pas les moyens humains d'avoir une police municipale ou des gardes champêtres. Donc, nous, on a aidé, grâce à la technologie et à notre haut débit, à un maximum de foyers, aider un maximum de foyers à se connecter et à utiliser cette solution. On a aussi des compteurs connectés, c'est-à-dire que tous nos compteurs d'eau potable sont connectés. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de suivre sa consommation, ça permet d'avoir des alertes à J+1 s'il y a une fuite, et ça permet aussi d'optimiser la consommation. Moi, maintenant, mes filles sont parties, elles sont grandes, mais au départ, c'était un peu comme l'éléphant bleu. Et donc, il y avait une consommation énorme, ça permet un petit peu de suivre tout ça. Et puis, donc, on informe la population. C'est aussi quelque part un peu, là, je ne l'ai pas dans la présentation, mais dans la mairie, on a tous les chauffages, les radiateurs sont connectés aussi, et ça nous permet de suivre la consommation des radiateurs, et puis mis en relation avec l'espace de coworking, parce que tout est dans la mairie, mais je vais y revenir. Donc, effectivement, on a mis aussi en place, c'était leur cadeau de Noël aux Brésiliens, parce que le frigo est un véritable outil de communication. Donc, on leur a fait des magnettes, des petites magnettes qu'ils ont sur le frigo, et avec un numéro virtuel, et ils envoient, donc là, c'est un 0, voilà, ils envoient bras à ce numéro-là, et ils ont de manière actualisée et donc toujours mise à jour les numéros urgents, mais on peut aussi mettre OM par exemple, ce qui permet d'avoir la couleur des sacs bleus à sortir semaine X et compagnie. Donc c'est quelque part un service qui permet d'avoir de l'information à jour, et donc le magnète et surtout les frigos des Brésiliens. Alors tout ça, je l'ai dit tout à l'heure, a été possible aussi grâce à une acculturation numérique. Ça ne s'est pas fait en 15 jours, aussi bien des élus mais toute la population. Donc là, on a investi dans une commune de 750 habitants, c'était un choix politique, dans un pôle numérique qui s'appelle le Numéripôle, un investissement de 120 000 euros. Je suis dans l'espace Web TV actuellement, donc 120 000 euros. On a eu 80% de subvention, et ça, je vous parle de ça il y a 10 ans, donc on était dans les premiers, et donc c'était vraiment un choix politique. Certains me disent, tu as les moyens, je dis 80% sur 120 000, ça fait plus de 30 000 euros. D'autres font le choix de rénover leur mairie, d'investir dans des bureaux. Moi, mon bureau, je n'ai pas de bureau à la mairie. C'est les choix politiques. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le numérique pour une raison très simple. Je crois que c'est un vrai enjeu de développement économique et social pour les territoires ruraux. Donc aujourd'hui, le Numéripôle a formé plus de 500 personnes. On a ouvert aussi en partenariat avec le Pays de Verdun au Numéripôle une école de codeurs. C'était la deuxième école rurale de France qui s'appelle WebOgreen. On a formé 27 personnes. Alors on était dans une catégorie de gens qui avaient raté leur formation initiale, qui étaient en recherche d'emploi, et sur ces 29 sur 2 sessions de 6 mois avec l'école Saint-Plon de Montreuil, on a formé 29 personnes avec un taux de 70% de retour à l'emploi. On a une web radio, là je suis dans le studio, effectivement, une web TV, ça c'est sympa, mais c'est pas l'essentiel. Voilà, LN Radio, avec des bénévoles, on est en train de la restructurer pour essayer de l'orienter encore beaucoup plus technologie. On a ouvert après le Numéripôle il y a 2-3 ans un espace qui s'appelle le Numérifab, un Fab Lab, un laboratoire de fabrication numérique. On connaît un peu toutes et tous les objectifs du Fab Lab, c'est l'obsolescence programmée et compagnie. Mais derrière, quelque part, c'est un vrai service à la population parce qu'ils viennent réparer leur objet, donc l'obsolescence programmée, vous connaissez, mais aussi ils viennent faire de la créativité, ils font les cadeaux de Noël. C'est un vrai service à la population. Voilà. Et puis, sous l'angle économique, on a ouvert il y a 4 ans, 5 ans, un espace de télétravail. Alors ça, c'est le cœur du réacteur économique, parce qu'il faut savoir que les baisses de dotation sont importantes dans les collectivités. Je ne suis pas là pour faire de la politique, pas du tout. Depuis 10 ans, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Moi, je ne pleure pas, j'essaye de trouver de nouveaux revenus. On a eu les dotations qui ont baissé de 50%, et elles ont été quelque part comblées par les locations de l'espace de coworking qu'on a créé au-dessus du rez-de-chaussée de la mairie, avec les appartements qui ont été restructurés. L'ancienne salle du conseil municipal qui était au premier étage, et dans le cadre de la loi sur l'accessibilité à des personnes à mobilité réduite, on l'a redescendu en bas, et donc tout le haut est un espace avec 15 bureaux qui me génère aujourd'hui,
Donc les dotations de bras étaient de 64 000 il y a 10 ans, 8-10 ans. Aujourd'hui, elles sont plus que de 30 000, mais je génère à peu près 30 à 35 000 euros de recettes grâce à ces populations qui viennent là. Et c'est là vraiment où c'est intéressant, c'est parce que ces gens qui viennent là dans cet espace de coworking, c'est vraiment une autre vision du travail et je pense que c'est la vision du travail de demain. Ils sont venus là pour la qualité de vie. Là, c'est un jeune qui a créé une petite boîte autour de la 3D. J'en ai un autre, il a quitté une grande ville pour pouvoir aller chercher son fils à l'école tous les jours à 11h30. Par contre, il revient travailler le soir et tard. Donc, la relation au travail est complètement différente. Je leur vends aussi de la santé parce que j'en ai certains qui habitent à 5 km, qui viennent tous les matins par la voie verte en vélo. Donc, 20 minutes de vélo matin, 20 minutes de vélo le soir, 40 minutes de sport par jour. Je leur vends de la santé sans augmenter le loyer. Elle n'est pas belle la vie. Et donc là, l'espace de coworking, c'est vraiment extraordinaire. Et là, on accueille dans 15 jours, dans 10 jours, une société luxembourgeoise qui vient s'implanter en France dans l'intelligence artificielle. Et ils sont charmés justement par l'espace de coworking qui est plutôt rural. C'est une maison, quoi. C'est ça qui est intéressant dans les tiers-lieux, c'est qu'on a autant de tiers-lieux que d'objectifs que de territoires. Et c'est ça qui est super. Voilà. Et puis on a créé il y a très peu, j'aurais pu mettre cette diapo après le Numérifab parce qu'on a créé un Repair Café. Donc là, pareil, moitié technologique, mais pas que. Tiers-lieu, lieu de rencontre. Pareil, on prolonge la vie des objets, mais il y a une vraie relation humaine. Un projet aussi important qui me tient à cœur depuis le début, c'est peut-être le premier projet que j'ai voulu initier en 2001 quand je suis arrivé, mais ce n'était pas autour des technologies, c'était plus par rapport à l'enjeu du maintien à domicile. Et donc là, c'est un projet qui s'appelle Senior Rural. Le but du jeu, c'est de créer des maisons, c'est un peu un pilote, de créer des maisons connectées avec, alors bien sûr, avec tout ce qui va autour en termes de capteurs et compagnie, d'intelligents, enfin de big data qui mémorise un petit peu le comportement des gens pour créer un réseau d'alerte humain. Encore une fois, pas de réseau numérique sans réseau humain. Et donc derrière, c'est un projet qui doit voir le jour en 2019 et qui va permettre d'avoir une politique de quelque part de déploiement de cette idée globale de réseau autour des technologies, transparent pour la personne, bien sûr. Et donc là, déjà, on a ces six petites maisonnettes qui sont collées. Déjà, tout est loué. Ça, le maintien à domicile des personnes âgées, c'est un enjeu majeur pour notre pays. Et comme on n'aura pas forcément le moyen de payer, bah, derrière, il y aura bien quelqu'un qui paiera. Et puis, c'est beaucoup plus vraiment humainement, comme c'est beaucoup mieux humainement, de pouvoir garder un maximum les gens à domicile dans leur lieu de vie, dans un territoire rural, que de les mettre dans des... Voilà, vous avez compris. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver mes initiatives sur le site qui s'appelle placedelamairie.com. Tout ce que je viens de dire là et encore, il y a d'autres choses. Toutes les initiatives ont été mises dans ce site internet. Et voilà, donc tout ça pour dire que même dans une commune rurale, on peut faire des choses intéressantes. Et comme c'est marqué sur la dernière diapositive, ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Et j'ai fait 14 minutes 48 secondes. Merci, monsieur le maire, pour cette belle présentation très complète. On se rend compte, hein, c'est un très beau résultat d'initiative locale, une application très transversale, multi-applicative de la GRC et des technologies mises à disposition, avec une préoccupation citoyenne, mais également une préoccupation économique, hein, on l'a bien compris. Donc, merci pour cette intervention. Alors, monsieur Grandin, je me tourne vers vous à présent. Alors, on va d'abord poser une petite question sondage à nos auditeurs avant d'écouter monsieur Grandin. Disposez-vous d'une solution GRC au sein de votre établissement? Vous pouvez y répondre. Nous allons vous laisser quelques minutes et on donnera les résultats du sondage qu'on commentera par la suite. Alors, donc, monsieur Grandin, effectivement, alors à la ville de Rouen, nous sommes sur une autre structure, une autre taille de collectivité, donc certainement avec d'autres contraintes, peut-être d'autres moyens également. Peut-être que la GRC recouvre d'autres problématiques. C'est à vous, monsieur Grandin. Bonjour, merci Julien. Bonjour, donc Guillaume Grandin, directeur de la relation citoyenne à la mairie de Rouen. Donc j'ai un titre qui a évolué au gré finalement de l'évolution de la relation usagée dans les communes et les collectivités publiques, puisque je suis passé du titre de directeur de l'administration générale à directeur de l'accueil des publics et aujourd'hui directeur de la relation citoyenne. Et ça n'est pas une évolution anodine, puisqu'effectivement, en 15 ou 20 ans, on a complètement révolutionné la relation usagée. Alors Rouen, je présente très rapidement une commune de 110 000 habitants environ, incluse dans une vaste agglomération qui est aujourd'hui une métropole de 450 000 habitants, donc avec des fortes charges de centralité et une intégration intercommunale assez faible pour des raisons de contexte politique local. Alors, qu'est-ce que c'est que la relation usagée à la ville de Rouen? Donc, la mise en œuvre de la GRC à Rouen
en fait, est inclus dans un projet de relation usagée qui a maintenant plus de 10 ans et qui notamment se concrétise par une démarche qualité, puisque la ville est certifiée Caliville depuis maintenant 10 ans. Alors Caliville, c'est quoi? C'est une norme qualité comme peut-être vous connaissez ISO 9001, c'est ISO 9001, mais tourné vers l'usager, avec un grand nombre d'engagements de qualité de service à la relation usagée, des versions qui ont évolué, et aujourd'hui, depuis 2018, pardon, nous sommes en V3, et la particularité de cette nouvelle norme, c'est précisément de contenir un grand nombre d'engagements relatifs à la dématérialisation, donc des engagements de délai, de présentation, d'accessibilité, de maintenance, etc., etc. Alors, aujourd'hui, donc, notre politique qualité est totalement multicanale, c'est-à-dire que auparavant, nous étions extrêmement mobilisés par des objectifs sur l'amélioration de l'accueil physique, l'amélioration de l'accueil téléphonique. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est l'amélioration de la relation numérique. Alors, là, vous voyez une image du site internet de la ville de Rouen, donc rien d'extraordinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, comme beaucoup de communes ou de collectivités publiques, la ville a développé un grand nombre d'outils numériques, des portails notamment spécialisés. Alors, il existe un portail famille, un portail bibliothèque, un portail culture, etc., etc. Mais tout ça sans réelle stratégie d'ensemble. Ce sont finalement des initiatives diverses qui ont donné corps à ce qu'est aujourd'hui finalement la relation usager dématérialisée de la ville de Rouen. Le problème de cette absence de stratégie, c'est évidemment la grande diversité des outils sur le plan technique, premier élément, et deuxième élément, la grande diversité finalement de ce qu'on offre dans ces portails, puisque vous allez trouver sur certains portails spécialisés une possibilité d'inscription, une possibilité de payer en ligne, etc., et sur certains autres portails, simplement une information basique. L'objectif de notre, et on va peut-être passer du coup à la diapositive suivante, l'objectif de la numérisation pour nous, de la GRC pour nous, c'est de rendre finalement un portail citoyen complètement homogène en termes de fonctionnalité. Alors, quel périmètre finalement à ce projet de GRC? Eh bien, c'est l'ensemble des missions communales, c'est-à-dire culturelles, administratives bien sûr, puisque moi je suis plus particulièrement en charge de l'aspect administratif, mais c'est finalement d'essayer de construire un guichet unique sur le plan numérique. C'est s'inscrire notamment dans les objectifs du plan gouvernemental Action 2022, dont on commence à entendre parler dans les collectivités et qui finalement a pour objectif de faire évoluer l'administration française, et cette fois dans son ensemble, vers le concept d'administration unique. C'est-à-dire que je vais utiliser peut-être un terme un peu compliqué, mais notre byzantinisme organisationnel en France deviendra à terme, en tout cas si on atteint cet objectif, complètement transparent pour l'usager. Alors, on a eu une démarche assez prudentielle à Rouen, puisqu'on a eu des expériences un peu malheureuses. Alors, j'ai plus m'attacher à décrire en fait des stratégies de mise en œuvre interne, puisque c'est mon métier, c'est d'accompagner finalement un grand ensemble de plusieurs centaines d'agents qui sont concernés vers la numérisation, vers la culture numérique. Et finalement, ces expériences passées de la numérisation à Rouen ont donné des résultats qui étaient, on va dire, très variables. Je prends un exemple d'un outil qu'on a développé sur un portail famille, extrêmement performant sur le plan technique. C'est une société réputée, Arpège, que beaucoup connaissent, qui le développe. Bon, bref, ça fonctionne très très bien. Sauf que finalement, ce dont on s'est rendu compte, c'est que le paramétrage de l'outil, qui peut prendre beaucoup de directions, a été fait sans aucune réflexion sur l'organisation des services et des prestations qui sont à rendre. C'est-à-dire qu'on a calqué une organisation un peu ancienne, finalement qui prenait plus en compte les contraintes de la collectivité d'administration plutôt que les besoins de l'usager sur un outil numérique. Et il s'est avéré que, évidemment, une communication officielle, c'est un outil qui a coûté quand même relativement cher, une communication officielle, évidemment, a été menée pour annoncer sa mise en œuvre. Et au final, lorsque les usagers pleins d'espoir se sont connectés sur ce portail, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient une information qui était effectivement très pratique, très accessible, etc. Mais dès qu'on parlait de fonctionnalités de paiement en ligne, d'inscription aux activités périscolaires, en crèche, etc., eh bien, ça n'était pas permis, tout simplement parce qu'on n'avait pas eu de réflexion organisationnelle sur qu'est-ce qu'on allait changer en termes d'organisation pour simplifier.
les démarches en question. Donc finalement, cette expérience un peu malheureuse nous a conduit à faire une démarche en escalier dans notre projet GRC. Alors, qu'est-ce que c'est que la GRC à Rouen? D'ailleurs, on n'a pas défini très précisément ce que pouvait être la GRC. Quand on pose la question, avez-vous finalement un outil de GRC? Qu'est-ce que c'est qu'un outil de GRC? Alors, un outil de GRC tel que nous, on le conçoit, et tel que d'ailleurs les entreprises qu'on a consultées nous l'ont un peu présenté, c'est finalement un outil aussi unique, d'accès aussi unique que possible à un maximum de prestations, mais ça va varier selon les choix politiques ou les choix stratégiques de la collectivité en question, et qui permet surtout en fait un suivi des demandes, des fonctionnalités du type coffre-fort numérique, c'est-à-dire la possibilité pour un usager de déposer des pièces justificatives sur un espace qui lui appartient et qui lui est totalement privé, qui est privé, auquel l'administration ne peut pas accéder, et ce qui permet en fait, c'est effectivement une grande autonomie dans le suivi d'un grand nombre de démarches, sans avoir à faire des mails, à se rendre à un guichet, ou, le plus grave, pour nous en tout cas, c'est d'appeler au téléphone. Aujourd'hui, la démarche qualité dans laquelle on est nous impose un grand nombre de résultats. Je vais prendre un exemple très concret, c'est répondre à 90% des appels téléphoniques. C'est ce qu'il y a de plus difficile en termes de relations usagers, et aujourd'hui, on est certifié, mais on n'atteint plus cet objectif. Pour diverses raisons, des transferts de charges, etc., des difficultés de maîtrise de la masse salariale qui font qu'on n'a plus assez de personnel pour répondre au téléphone. Donc, il faut trouver des moyens pour l'usager de se renseigner, d'obtenir le suivi de ces démarches, quel que soit le domaine, par des outils aussi autonomes que possible. Alors, pour faire ça, on a prévu donc une démarche en escalier, c'est-à-dire qu'on va commencer par, et c'est vraiment imminent, donc j'ai beaucoup moins d'outils à présenter que le maire de Bras-sur-Meuse, malheureusement, puisque nous, on en est au début. Monsieur Didry disait que chez lui, la démarche avait pris 10 ans. Eh bien, pour nous, là, la démarche de GRC, on en est au tout début. Et dans 2 ou 3 semaines, on va tester les premiers éléments de notre GRC. Alors, on a choisi, en fait, très simplement, 10 prestations extrêmement simples, qui sont aujourd'hui dématérialisées, mais sous forme de simples formulaires, en fait, qui permettent simplement à un usager de déposer une demande, et après, s'il veut en avoir le suivi, eh bien, il faut qu'il appelle ou il faut qu'il nous visite. Ça n'est pas très aujourd'hui développé. Donc l'idée, c'est de commencer par des prestations assez simples pour voir si l'outil marche. Alors quel outil on a choisi? Je ne sais pas si on peut le dire, si on peut citer, si on peut mentionner l'entreprise. C'est le cabinet Entrouvert qui a la particularité de publier un outil qui s'appelle Public, très simplement, mais qui est en licence libre. C'est-à-dire qu'il est évolutif. Il n'y a pas de coût de licence. C'est-à-dire qu'on a choisi cette solution pour nous permettre de le faire évoluer sur le long terme et d'y inclure toutes les prestations ou les fonctionnalités qui nous viendraient à l'esprit au fur et à mesure de l'avancée du projet. Donc là, en octobre, on teste 10 premiers services. Alors, je vais vous donner un exemple. Ce sont des choses très simples. Ça peut être, par exemple, une déclaration d'alarme sonore. Une inscription à un concours pour les commerçants, on a un concours de l'accueil du meilleur commerçant rouennais, eh bien ça peut être l'inscription à un concours. Mais en revanche, on a fait le choix, et ça c'est stratégique, de proposer des prestations dès le départ qui concernent l'ensemble de l'organigramme municipal. Alors je ne l'ai pas dit, la ville de Rouen, ça évolue avec la métropolisation, entre 2000 et 2500 agents. Un gros paquebot à emmener dans un projet comme celui-là. Voilà. Alors, comment, effectivement, on peut un peu parler de la façon dont on emmène justement le personnel dans ce type de projet. Il faut comprendre que c'est pour les agents, les centaines d'agents concernés, une véritable révolution, en ce sens que jusqu'il y a encore 2 ans, les objectifs professionnels qui lui auraient été donnés, c'était bien accueillir le public, évidemment en accueil physique, bien accueillir le public au téléphone, avec des formations, etc., tout ce que l'on connaît en relation usagée. Et l'aspect numérique, finalement, a été très, très peu développé et était encore considéré comme quelque chose de très accessoire. La révolution qu'on est en train de mener en termes de management, c'est précisément d'emmener nos agents vers une numérisation à peu près complète quand la loi le permet, parce que la loi ne permet pas de tout faire encore. Pour faire un titre d'identité, par exemple, il faut encore passer en mairie, notamment. Mais quand ça le permet, effectivement, c'est de passer au presque tout numérique. Alors, presque tout numérique, je vais expliquer aussi pourquoi on parle de presque tout numérique. Parce que une commune, ça n'est pas une collectivité comme une autre. Tocqueville disait, c'est l'école de la démocratie. Le choix qui est fait, en tout cas à Rouen, c'est de ne pas
passer au tout numérique. C'est-à-dire que sur chaque prestation dématérialisée, on offrira toujours la possibilité à l'usager, alors parce qu'on peut encore le faire, de se présenter en mairie, de contacter par téléphone, d'avoir une foire aux questions qui peut donner lieu à une réponse par un opérateur physique, un agent physique, et pas de passer au tout numérique comme l'État l'a fait pour certaines prestations. On a tous en mémoire les problèmes des cartes grises, etc. Ce qui, du fait, peut présenter le risque de couper un certain nombre d'usagers ou de rendre l'accès à la prestation très difficile. Il ne faut jamais oublier qu'un des caractères essentiels du service public à la française, c'est l'accessibilité à tous. Et donc, partant de ce constat, finalement, on choisit d'ajouter la GRC à des outils qui sont existants, mais notre objectif, c'est très clairement de faire baisser, et on va le mesurer par des indicateurs, de faire baisser notamment la fréquentation téléphonique et physique. Alors pour ces agents, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un changement de leur métier. À terme, on va mesurer ça d'année en année avec un observatoire finalement des flux que l'on va créer. On s'attend à ce que finalement les flux, alors on parle de flux parce qu'on est des technocrates de grandes collectivités, il ne faut jamais oublier que derrière le terme flux, il y a des personnes et avant tout des personnes, hein, mais c'est que les usagers, les citoyens, de quelque manière qu'on les qualifie, finalement on s'attend à ce qu'ils utilisent de plus en plus les outils dématérialisés et de moins en moins l'accueil physique et l'accueil téléphonique. Ça veut dire pour ces agents que des agents qui pendant 10 ans ont été formés à l'accueil physique, etc., l'accueil téléphonique, vont devoir changer de métier, en tout cas voir leur mission beaucoup évoluer et devenir de plus en plus des agents de ce qu'on appelle en anglicisme des agents de back-office, c'est-à-dire des agents qui traitent des dossiers devant un écran. Et bien, ça n'est pas simple, parce que c'est tout simplement la modification complète des objectifs professionnels qu'on leur a donnés depuis une quinzaine d'années. Donc, c'est ce changement qu'on est en train de mener. Alors, pour faire ça, je ne sais pas dire si on a eu le temps de l'inclure dans la présentation. Non, on n'a pas eu le temps. Alors, on a une méthode de management du changement un peu particulière à Rouen, qui est inspirée du secteur marchand, d'ailleurs, hein, qui est en fait travailler sur toutes les situations de la relation usager et maintenant aussi numérique, sur toutes les situations d'accueil et de donner des réflexes à nos agents comme le font les militaires, c'est-à-dire hein, presque des éléments mémotechniques qui permettent dans des situations sur un temps durable et même dans des situations un peu difficiles, eh bien d'avoir un minimum de réflexes qui vont faire en sorte que votre relation, votre entretien va être réussi autant que possible. Et donc, on anime en fait des sessions de sensibilisation, de formation interne avec un jeu de cartes. Ce sont des cartes, tout simplement. C'est un jeu de cartes sur lequel vous avez une espèce une illustration et puis des réflexes qui sont destinés finalement à faciliter la vie des agents. La dernière carte, alors je l'ai envoyée hier soir à Julien, mais il n'a pas eu le temps de l'inclure dans le PowerPoint, consiste justement à inciter à l'occasion de chacun des contacts que vont pouvoir avoir les agents au téléphone ou physiquement, inciter les usagers à se rendre sur le portail GRC en construction sans lui donner l'impression, et c'est ça la difficulté, qu'on le met dehors. Parce qu'effectivement, pour les agents, c'est très compliqué, mais pour certains usagers, effectivement, ça peut être assez mal reçu. Effectivement, de passer d'une organisation où on vous dit « venez chez nous, on vous accueille en moins de 10 minutes, temps moyen », ce sont des milliers d'usagers par mois, hein, on répond au téléphone en main, et désormais, finalement, on vous incite à aller sur les outils dématérialisés. C'est ça qu'on est en train de faire. Et pour faire ça, finalement, on fait du participatif. Alors, c'est classique, hein, en conduite du changement, mais on accompagne énormément nos agents et surtout, on les fait participer, par exemple, au protocole d'entretien. Ce sont les agents qui, finalement, construisent, avec l'encadrement, bien sûr, les protocoles d'entretien. Voilà ce que j'avais. Pour tenir le temps, j'aurais énormément de choses à dire, bien entendu. Merci, mais voilà ce qu'en 15 minutes, je pouvais essayer de. C'est un sujet très vaste et c'est intéressant d'avoir effectivement ces deux retours d'expérience sur des structures très différentes, de tailles différentes. Et on voit et sur des temps différents de mise en place de GRC, ça aussi qui est très intéressant. On voit qu'il y a une grande préoccupation dans une structure comme la ville de Rouen. De communication interne, d'emmener tout le monde sur un changement de travail et d'outils, une vraie préoccupation de communication interne qui est peut-être différente effectivement que l'expérience qu'on peut avoir dans des structures plus petites. On va passer à la réponse aux questions sondage qu'on a posées tout à l'heure. Et là aussi, c'est intéressant puisqu'on a 79%
de non à la question avez-vous mis en place une solution GRC dans votre structure? Donc, je pense que ces retours d'expérience sont d'autant plus utiles à nos auditeurs qui se posent peut-être la question savoir comment on fait pour commencer à mettre en place une solution, comment on aborde le problème et comment on la déploie. Eh bien, je me tourne désormais vers Jean-Marc Poncelet, qui va justement peut-être nous donner un peu les clés de mise en place de GRC en termes opérationnels et en termes d'approche de cette question. Alors bonjour, je suis Jean-Marc Poncelet, je suis le directeur général de Citopia et Citopia c'est une nouvelle filiale en fait de JVS Meristem qui se spécialise dans la gestion de la relation citoyen. Alors JVS Meristem, ça fait 30 ans qu'on accompagne les collectivités plutôt sur des outils back-office comme paye, comptabilité. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'investir fortement dans la GRC? À l'heure en fait des enceintes connectées, les créneaux d'ouverture de la mairie limités à certaines heures, ça devient juste inacceptable pour la plupart des citoyens. Et les citoyens, ils en veulent de plus en plus. Donc, si on passe sur 2 slides plus loin, quand on les interroge, on voit clairement qu'ils demandent à leur collectivité d'investir dans les outils numériques. Aujourd'hui, un citoyen, c'est comme ça qu'on le veuille ou pas, il veut avoir accès partout à ses démarches, il veut qu'on le tienne au courant de ce qui se passe et il veut que ça aille vite. Encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une réalité auquel vous êtes tous confrontés. Et de l'autre côté, on l'a déjà évoqué, baisse des dotations, cadre réglementaire de plus en plus contraignant. Et donc, comment est-ce qu'on va marier en fait toutes ces contraintes? Et c'est là où la GRC et les solutions GRC, ça devient vraiment une nécessité parce que comment est-ce qu'on peut à la fois répondre à des administrés de plus en plus exigeants tout en assurant le niveau de service en interne dans un contexte de réduction budgétaire, on a besoin d'outils GRC. Donc la GRC, une nécessité, c'est une évidence. Alors est-ce que c'est facile la GRC? Dans un premier temps, on s'est dit, tiens, on va mettre un formulaire en ligne et ça y est, nous sommes GRC et nous offrons une démarche en ligne. Donc, si on peut passer sur le slide suivant. Mais ça, ce n'est en fait que la pointe visible de l'iceberg. Il y a quelque temps, je commande un document en ligne dans une grande métropole. Donc, on me dit, très bien, votre demande est acceptée. Pendant quelques semaines, plus de nouvelles. Et puis, je reçois un courrier qui me dit bonjour monsieur, nous avons bien reçu votre dossier. Malheureusement, il manquait une information. Donc, nous avons annulé votre demande. Nous vous redemandons d'aller en ligne pour refaire votre dossier. Et là, on voit bien, non, comme l'a dit monsieur Grandin, faire de la GRC, offrir des services en ligne, c'est tout un travail qui va se passer en fait derrière. Offrir un service en ligne, c'est le plus facile. Vous faites ça en quelques jours, vous avez un formulaire. S'assurer que derrière, vos agents vont avoir les bons outils, vous allez avoir la bonne organisation pour y répondre et répondre aux attentes de vos administrés, c'est tout un autre boulot. Et donc, l'erreur numéro 1 de la GRC, c'est se dire je vais offrir quelques services en ligne et hop, c'est fait. L'erreur numéro 2, selon nous, c'est de ne pas avoir une approche multicanale. La GRC, de facto, ça doit être une approche multicanale. Pendant encore 10 ans, les citoyens vont continuer à venir au guichet, à téléphoner, à vous envoyer des emails, et vous êtes un service public, donc c'est tout à fait normal d'accepter toutes les populations via ces canaux. Ce qui est important derrière, c'est que vous pouvez quand même bénéficier de la GRC pour harmoniser vos processus et faire quelque chose de plus transversal. Donc même si quelqu'un vient à votre guichet, la demande peut être introduite dans l'outil GRC et le besoin d'information peut par exemple passer par le canal numérique. Donc il y a une vraie stratégie transversale à mettre en place. Ce qui est important pour nous dans la vision de Citopia, c'est que la GRC, ça doit être un outil qui ne doit pas être juste là pour dire pour les citoyens, pour leur faciliter la vie, comme on l'a vu, il faut faciliter la vie des citoyens, des agents en interne et des élus. Ce sont les parties prenantes dans une collectivité qui doivent trouver un avantage à la GRC.
Et ce qu'on a constaté au sein de Sitopia, c'est qu'aujourd'hui, ce qui existe sur le marché, quand on voit les outils, on est plutôt sur des usines à gaz. Si on peut passer sur le slide suivant, mon cockpit de Boeing 747. Et donc, en tant que collectivité, on se dit, ouh là là, ça va être compliqué, ça va coûter cher, ça va prendre des années. Et vous avez sans doute raison que le haut de l'Everest, ça va prendre du temps. Donc, si on passe sur le slide suivant. Et donc, notre recommandation, c'est clairement d'y aller quand vous allez en haut de l'Everest. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous restez un certain moment à un camp de base. Et puis, vous passez au deuxième, vous passez au troisième. Il est évident que celui qui se dit « je vais être 100% GRC demain », il va droit dans le mur. Et donc, l'approche de Sitopia, c'est de dire « vous pouvez y aller étape par étape ». Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on s'est intéressé à des besoins primaires des administrés dans la plupart des collectivités. Et finalement, on voit que les citoyens, ils ont un certain nombre de besoins relativement simples, finalement. Des besoins de communication plus personnalisés, de dire « j'aimerais bien être alerté s'il y a des travaux qui vont se passer dans la rue. J'ai un dépôt sauvage devant chez moi, comment est-ce que je peux facilement contacter la mairie pour l'en informer? Mes réservations des enfants pour l'école, voilà, toute une série d'exemples. Donc ça, c'est la première chose qu'on a fait, c'est regarder ces besoins primaires. Ensuite, on se rend compte qu'aujourd'hui, la situation de vie de la plupart des personnes, c'est qu'ils ne sont plus limités aux frontières d'une collectivité. En fait, ils ont un territoire de vie qui est bien plus large. Ils ont les enfants scolarisés dans une commune, ils travaillent dans une autre. Et donc, finalement, ils sont consommateurs de services numériques publics dans un territoire de vie beaucoup plus large. Et si aujourd'hui, chaque commune, en fait, chaque mairie commence à développer son propre service, si on passe au slide suivant, c'est un peu comme si chaque hôtel, finalement, développait son propre booking.com. Si chaque hôtel faisait ça, on arriverait, il faudrait connaître quel est le système de chaque hôtel pour réserver. Ce n'est évidemment pas possible. Et c'est ça qu'avec Sitopia et les solutions qu'on propose, on veut changer ça. Et donc, des exemples, c'est pour les exemples, les besoins primaires que je vous ai proposés. On a chaque fois un module qui permet de répondre assez facilement à cette problématique. Et donc, si je prends l'exemple, par exemple, du signalement de dysfonctionnement dans l'espace public, si on passe au slide suivant, on voit, par exemple, le module Better Street, qui est quelque chose de relativement simple, qui est une application mobile, qui fonctionne, en fait, sur tout un territoire, et qui permet aux citoyens de signaler un dysfonctionnement comme un lampadaire, par exemple, qui serait tordu. Et on ne demande pas aux citoyens de savoir où il se trouve, il n'a qu'à appuyer sur signaler et on va s'occuper de transférer à la bonne commune derrière. Si on prend l'exemple des prises de rendez-vous, aujourd'hui, prendre rendez-vous dans une mairie, comme l'a dit M. Grandin, assurer un accueil téléphonique, c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour une collectivité. Aujourd'hui, la technologie nous permet de présenter les créneaux disponibles directement sur Internet ou en quelques clics, on va pouvoir réserver un créneau horaire. Ce qui est original dans notre approche qui tient compte justement de ce territoire de vie, c'est qu'on voit bien que par exemple pour un CNI passeport, on va être capable de proposer des créneaux non seulement dans votre collectivité, mais également dans les collectivités voisines qui seraient équipées du dispositif de recherche. Donc ça permet, on part en vacances, de se dire, ah ben tiens, il y a un créneau qui est peut-être disponible à 5 km, mais je vais faire l'effort et voilà. Et donc, on change un petit peu l'approche parce que nous, la GRC, c'est d'essayer de faire des modules relativement simples où le citoyen va pouvoir souscrire et la collectivité va pouvoir souscrire. Et donc, c'était l'exemple de Better Street. Et quel est l'avantage de ces modules? C'est qu'on comprend tout de suite la valeur ajoutée d'un module comme Better Street. C'est chaque fois avec une idée de plateforme nationale avec un compte citoyen unique. C'est rapide et c'est facile à mettre en œuvre. Donc, par rapport à cet Everest, ce genre de petit module peut se mettre en œuvre en quelques semaines à peine dans la plupart des collectivités. Et c'est une solution, finalement, on est capable d'adapter le tarif. Donc, finalement, une mairie comme Bras-sur-Meuse ou une collectivité de taille plus grande, on va être capable d'adapter le tarif et de s'équiper finalement comme une grande. Alors, vous allez pouvoir construire pas à pas votre offre de service. Donc, commencer par exemple par un portail famille et au fur et à mesure que vous allez rajouter ces modules, en fait, ça va venir s'intégrer de manière cohérente dans cet espace citoyen
unique parce qu'on voyait, c'était l'une des problématiques exprimées par M. Grandin, mais il y a eu toute une série d'initiatives éparses et c'est compliqué par après de les rassembler. Avec l'offre de services qu'on propose, ça va être possible d'activer des modules et puis de dire, ben, 1 an plus tard, nous allons activer le 2e module, le 3e, et tout ça va s'intégrer dans un ensemble cohérent. Au niveau back-office, nous avons créé un nouvel outil qui s'appelle GRC 360. C'est un outil qui va permettre en fait de consolider l'ensemble des démarches qui sont effectuées, l'ensemble des démarches en ligne et d'offrir une vue à 360 degrés du citoyen. Et alors, ce qui est important dans le slide suivant, c'est que nous avons une approche qui va tenir compte du territoire de vie. C'est-à-dire que si plusieurs collectivités s'inscrivent à la plateforme, nous allons, et là je vais plutôt vous montrer un exemple de portail citoyen si on va au slide suivant, parce que vous allez mieux comprendre. C'est que par exemple ici, je suis sur le portail citoyen d'une collectivité qui s'appellerait Saint-Sauveur, et je suis capable à la fois de proposer les démarches en ligne de cette commune, mais également de la communauté de communes et des communes aux alentours. Et donc, dans l'espace personnalisé qu'on voit au slide suivant, on est capable finalement d'avoir une approche complètement centrée sur le citoyen, mais qui tient compte que ce citoyen a pu faire des démarches à différents endroits dans son territoire de vie. Et donc, on voit qu'on a une approche transversale avec un espace unique. Et l'outil derrière, la GRC 360, comme je vous ai parlé, c'est un back-office qui doit vous permettre quoi? La principale fonction que doit avoir un back-office de GRC, c'est de centraliser toutes vos demandes. Et donc, si on passe au slide suivant, c'est d'abord un outil qui va permettre de voir toutes les demandes qui sont rentrées dans la collectivité et de voir, tiens, quand est-ce qu'elle est rentrée? Est-ce que ça fait longtemps que cette demande est là? Est-ce qu'on est en retard ou pas? Et chacune de ces demandes, après, ça doit être capable de gérer un flux. On a parlé d'un flux. Et ce qu'il faut, c'est un outil qui soit flexible pour que dans les petites collectivités, ça va peut-être être un flux à une étape, parce que c'est la secrétaire de mairie qui va le traiter. Dans une collectivité de taille plus importante comme Rouen, on va peut-être avoir 3 services et 5 ou 6 étapes pour arriver au même résultat. Et alors, le Graal, si on va sur le dernier slide, c'est cette capacité finalement d'arriver à une fiche citoyen unifiée. On va être capable de voir, tiens, ce citoyen, cet usager, je suis capable de voir, par exemple, sur les 6 derniers mois, l'ensemble des démarches qu'il a faites au sein de ma collectivité. Pour finir, parce que j'ai atteint mon timing, je vous invite à venir découvrir notre nouvelle société, nos nouvelles offres sur sitopia.fr. Nous organisons également des webinaires sur des sujets plus particuliers. Et le prochain webinaire, c'est les 5 et 12 octobre, et ce sera sur la problématique de la gestion des rendez-vous CNI Passeport. Et justement, comment est-ce que vous pouvez optimiser ces rendez-vous pour que ce soit moins chronophage. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Monsieur Poncelet pour une présentation très intéressante, très concrète, très opérationnelle sur les solutions que notamment Sitopia est capable de proposer. Alors, on a bien compris que la démarche GRC est une démarche aussi pas à pas, peu importe la taille de la collectivité. Il ne faut pas viser le Graal tout de suite, mais construire quelque chose de sur mesure. Alors, on va passer à notre session questions-réponses et on a une question en lien avec vos propos, c'est-à-dire une question qui dit combien de temps pour une solution, pour mettre en place une solution GRC sur une commune de 10 000 habitants. Alors c'est une question peut-être difficile de répondre, mais on y a un petit peu répondu, je pense. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une démarche certainement pas à pas. Alors 10 000 habitants, alors on ne sait pas s'il faut s'adresser à Monsieur Didry de Bras-sur-Meuse ou Monsieur Grandin de Rouen, peut-être Monsieur Didry et Monsieur Grandin par la suite. Alors c'est plutôt Monsieur Grandin qui pourrait répondre, quoique on est en train d'évoquer aussi le sujet dans la communauté d'agglo qui est plutôt sur du 30 000 habitants. Mais je pense que là Monsieur Grandin a bien répondu dans sa présentation. En termes de délai, quoi. Enfin, il ne faut pas rêver. Si on commence aujourd'hui la mise en place d'une GRC, il y a 2 façons, à mon sens, de voir les choses. Il y a quand même une part analyse au départ. Après, derrière, c'est vrai que peut-être que on est un peu trop ambitieux, nous élus,
Parce qu'on a des objectifs politiques, parce que par rapport à tout ce que vous dites, c'est vrai que souvent les maires, ils veulent voir la partie visible de l'iceberg et que derrière, ils oublient qu'il y a un back-office et qu'il y a il y a pas mal de travail. Donc moi, je dirais que si j'étais dans une grosse commune et que je voudrais être efficace plus rapidement, je serais pragmatique et j'irais plutôt sur des solutions toutes faites, en tout cas, et pas toutes faites dans le sens où, à la limite, on répond à 80% des attentes urgentes ou des attentes fortes des citoyens. Et franchement, c'est ce que Jean-Marc Poncelet a présenté dans son graphique. Je veux dire, l'information, c'est hyper important pour eux, la prise de rendez-vous. Moi, j'ai 80% des demandes à Bras-sur-Meuse dans ma petite commune qui sont ceux-là, qui sont effectivement des signalements, de l'information, c'est majeur, savoir il y a des travaux, voilà, ça va commencer quand, ça va finir quand il y a un problème d'eau potable et compagnie, nous, il y en a, ça peut arriver qu'il y en ait, qu'ils aient l'information, qu'ils soient au courant quand c'est rétabli. Donc finalement, moi, je trouve que ça peut aller assez vite de répondre à 80% des demandes, mais c'est des demandes très simples. Après, c'est beaucoup plus compliqué quand on interface ça avec le système informatique. Mais ça, M. Grandin est mieux placé que moi pour répondre. Alors, très rapidement, je pense qu'effectivement, je rejoins complètement ce que disait M. Lidry. Effectivement, tout dépend aussi de là où on met le curseur. Hein, la solution Rouennaise, c'est par exemple, dans notre solution GRC, c'est d'intégrer ce que l'on appelle des fonctionnalités, excusez-moi du terme, que je comprends à peine, hein, de middle office, c'est-à-dire intégrer finalement ce que pourrait faire une application métier dans notre solution de GRC, parce que ça nous a paru plus intéressant de le faire développer par le cabinet entrouvert avec qui on travaille. Tout dépend, effectivement. Mais pour des communes, effectivement, de taille, on va dire, humaine, comme 10 000 habitants, effectivement, la solution, comme le dit M. Lidry, d'outils qui présentent déjà des solutions toutes faites me paraît effectivement raisonnable. Mais là encore, tout dépend des choix, tout dépend de l'analyse initiale et de l'analyse des besoins qui sera faite. Je vais prendre un exemple très concret en ce qui concerne Rouen. Nous, on va profiter, on fait de cet outil un levier de réorganisation d'un certain nombre de prestations qui, évidemment, à l'échelle d'une ville comme Rouen, sont très compliquées. Deux aspects, les demandes de subventions, avec un caractère politique extrêmement sensible, et les demandes d'organisation de manifestations publiques. À certaines périodes de l'année, on a plusieurs demandes d'organisation de manifestations sur le domaine public par jour. Et finalement, on a aujourd'hui un fonctionnement extrêmement améliorable sur la question. On va travailler en profondeur avec, quand on dit cela que parfois c'est 3 services qui sont concernés, là ce sont 10 services qui sont concernés si on parle de demande de subvention ou demande d'organisation de manifestations sur le domaine public. Et on va travailler sur ce qu'on appelle, alors, entre guillemets là encore, les workflows, de manière à simplifier au maximum finalement l'instruction de ces procédures. Et finalement, eh bien, la GRC va être le levier de conduite du changement. Évidemment, ça c'est long. Ça c'est très long. Ça va prendre 1 an. Jean-Marc Poncelet, vous avez peut-être un regard peut-être différent sur ces questions? Mais donc, ce qui est important, c'est comme on l'a dit, si on arrive si on veut faire toute la GRC, c'est quelque chose qui va prendre des années. Moi, mon conseil, et on l'a fait dans des communes de 12 000 habitants, par exemple, mettre en œuvre une solution comme Better Street, ça a été à peine 1 mois pour mettre en œuvre. La collectivité a décidé d'utiliser uniquement en interne dans une période entre 6 et 12 mois, le temps en fait que les personnes en interne, les agents se sentent à l'aise, et à ce moment-là, on l'a ouvert par exemple à la population. Donc, le temps de mise en œuvre était extrêmement rapide. Mettre une solution comme rendez-vous en ligne, rendez-vous online pour les prises de rendez-vous, si vous acceptez que ça ne va pas s'intégrer complètement et parfaitement avec votre middle office, c'est quelque chose qui, là aussi, en quelques semaines, vous êtes opérationnel, vous pouvez offrir ce service aux clients. Donc, ce qui est important, je pense, c'est d'avoir une vision à long terme, mais il y a clairement des modules qui sont prêts à l'emploi, mais paramétrisables. C'est ce qu'on essaie de faire dans Sitopia. C'est quelque chose qui va quand même correspondre à vos besoins, mais qui va être plus de la paramétrisation qu'un développement spécifique que je pense, en fait, les communes, jusqu'à une certaine taille, ne peuvent pas se permettre. Voilà. Alors, on a une autre question qui correspond un petit peu à votre cockpit de 747, Monsieur Poncelet, c'est-à-dire que la GRC qui peut faire un petit peu peur, c'est-à-dire que question qui se demande comment garantir l'action de la collectivité après notamment un signalement. Je pense que c'était lié par exemple à Better Street. Autrement dit, est-ce que la mise en place de ces solutions
n'est pas une porte ouverte qui génère peut-être de la déception si le service effectivement n'est pas au rendez-vous. En tout cas, le traitement, la rapidité, etc. Donc c'est peut-être quelque chose qui peut faire peur. Et donc là, si je peux me permettre, c'est exactement pour ça qu'on recommande, la plupart des collectivités qui mettent en œuvre ce système font d'abord une période d'utilisation interne, et puis seulement au moment où elles voient finalement les chiffres et de se dire, bah, tiens, finalement, chaque chose qui rentre, je suis capable dans la semaine ou dans les 2 semaines de le traiter. Après, elles sont beaucoup plus à l'aise pour l'ouvrir à la population. Ce qui est important, c'est de rentrer dans une démarche où on va tout centraliser et où on va commencer à mettre pour la première fois justement des indicateurs et de se dire combien de temps je mets dans ma collectivité pour répondre à ce type de démarche. Et aujourd'hui, on est un petit peu aveugle. Donc c'est clair que ça demande un petit peu de courage au départ pour lancer la solution. Après, je dis toujours avec la GRC et comme un outil comme Betterstreet, il y a une obligation de communication. Il n'y a pas une obligation de résultat. On sait bien qu'une réflexion de voirie, ça va pouvoir prendre 6 mois, 1 an. Mais ce que le citoyen attend, au minimum, c'est qu'on lui explique pourquoi ça va prendre 1 an. Et aujourd'hui, dans beaucoup de cas, on n'arrive pas à joindre quelqu'un et on n'a pas l'information. Et donc ça, c'est pire que tout. Monsieur Didry, là-dessus, peut-être le sentiment de vos administrés par rapport à tout ce que vous avez pu mettre en place en termes de solutions GRC? Enfin, non, mais ce que vient de dire Jean-Marc Poncelet, c'est tout à fait ça, quoi. Je veux dire, ce qu'ont vraiment besoin les gens, c'est d'avoir effectivement d'être mis au courant, d'être parfois associés d'ailleurs, mais plus que, et c'est pour ça que des fois, par rapport à la question qui a été posée, on a peur finalement, on a dit attends, on va mettre ça en place, mais derrière, est-ce que ça va répondre, est-ce que ça va marcher tout de suite, ou il peut avoir, franchement, alors après ça dépend encore une fois des communes, mais l'exigence des gens, elle est vraiment par la formation et quelque part qu'ils soient vraiment acteurs de leur ville ou de leur village. Plus que ça, moi je pense qu'ils sont très tolérants. Il ne faut pas avoir peur des citoyens. Franchement, je pense vraiment qu'ils sont très tolérants à partir du moment où ils ont l'information, où ils sont informés des travaux, où ils participent aux travaux. Alors c'est vrai, quand on prend l'exemple de Betterstreet, nous qu'on utilise, le frein parfois c'est de dire, mais attention, tous les citoyens voient sur l'espace public de Betterstreet, donc qui est sur le site internet de la commune, comme les autres communes, peu importe, on voit l'évolution des tâches. Donc, quelque part, on a une sorte de jugement, parce qu'on dit, bah, tiens, il y a une tâche qui est ouverte, il y a une demande qui est ouverte depuis 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et qu'elle n'est pas, encore résolue. Mais c'est tout, ça fait partie de toute l'organisation qu'on met en amont pendant cette phase interne de test. Donc, moi, en tout cas, moi, les gens sont très contents de Betterstreet, certes, mais ils sont très contents de tout ce qu'on peut faire pour les associer aux décisions et pour les informer de tout ce qui se passe. Et puis après, derrière, l'optimisation, parce que ce que je voudrais dire, je l'ai peut-être dit pendant la présentation, mais on a parlé tout à l'heure des cartes grises, ou de tout ce qui est parti qui est maintenant à 100% en ligne. Donc, effectivement, moi, je crois encore vraiment à l'humain, et la mairie, elle est encore plus ouverte aujourd'hui qu'avant. Voilà. Alors, il n'y a qu'une personne, moi, j'ai qu'une secrétaire, mais peu importe. Aujourd'hui, les gens, s'ils veulent faire un changement de carte grise en ligne, par exemple, les personnes âgées, ils viennent le faire à la mairie. On leur a créé, c'est possible à Bras, c'est peut-être pas possible d'ailleurs, on leur a créé un email avec le nom de domaine Bras-sur-Meuse. Ils font la démarche avec la secrétaire, ils gardent cette petite carte et ils reviennent avec cette petite carte pour faire des démarches en ligne. Donc, il y aura une période d'accompagnement. C'est cette multitude de services qui permet aux gens d'être satisfaits aujourd'hui, quelque part, enfin, satisfaits pas forcément de Bras, mais je veux dire satisfaits de leur collectivité. C'est très important de rapprocher les gens de leur collectivité, que ça soit en numérique, mais parallèlement, il y a toujours une partie humaine. Et je préfère, à la limite, les former, c'est-à-dire que quand ils viennent en mairie, la secrétaire leur dit, attention, vous savez, vous pouvez faire ça en ligne, je vous montre comment faire, sans les brusquer en disant, attendez, il faut aller là. Donc, comme vous avez dit, M. Grandin, c'est pas le sujet. Mais tout doucement qu'ils y aillent. Pourquoi? Pour qu'après, quand ils viennent à la mairie, c'est beaucoup plus sur des sujets à forte valeur ajoutée, aussi bien pour l'habitant, en termes de conseils, sur le tri sélectif, sur des choses, plutôt que sur des démarches administratives qui peuvent être optimisées en ligne. Merci, Monsieur Didry. On va prendre une dernière question qui est plus politique, et on a vu que c'est une dimension qui plus d'ailleurs on monte en taille de collectivité, plus elle va être prégnante certainement. Quels arguments utiliser pour convaincre les élus, parfois réticents face à cette ouverture, transparence entre guillemets, et face à la peur de perdre le contrôle? C'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose qui peut faire peur aussi aux élus. Question plus politique, peut-être Monsieur Grandin.
Alors, effectivement, c'est une question qu'on a eue à Rouen, mais la réponse, elle consiste déjà à les… Monsieur Didry parlait d'acculturation tout à l'heure. Il est clair que dans l'accompagnement vers la numérisation, il est certain qu'il faut accompagner les usagers, mais il faut aussi accompagner toute la chaîne finalement d'organisation d'une collectivité et bien sûr les élus qui sont les commanditaires hein, de tout ce qui se passe dans une collectivité. Je vais prendre un exemple très concret. On avait souvent un élu déteste que des courriers de réclamation ou de demandes un peu particulières qui sortent un peu de l'ordinaire lui échappent. C'est-à-dire que le processus, hein, dès qu'on passe dans des grosses collectivités, peut devenir assez complexe si on ne l'a pas bien organisé. Et même si on l'a bien organisé, l'expérience me fait dire qu'il y a toujours un courrier ou deux hyper important qui passe à côté de l'élu qui devait effectivement en avoir connaissance. Eh bien, si vous mettez en place une solution de GRC qui intègre la dématérialisation, par exemple, du courrier, ce qu'on va faire à Rouen, vous organisez un processus interne dématérialisé, après formation bien entendu des élus, qui peut non seulement intégrer le courrier entrant, mais aussi le courrier sortant. Et de toute façon, le courrier ne peut pas sortir ou le courrier entrant ne peut pas être validé si l'élu en question n'a pas eu connaissance du courrier. Donc, au contraire, dans la prise de contrôle, si l'outil est bien paramétré et si, et ça c'est extrêmement important, si derrière il y a une réflexion sur l'organisation préalablement à la mise en place de l'outil, eh bien au contraire, ça va développer le contrôle que pourront opérer les élus sur des questions sensibles. Parce qu'évidemment, c'est ça. Alors, comme le disait M. Didry, développer des outils numériques, c'est très bien pour les prestations simples qui ne demandent pas une forte, on va dire, marge d'appréciation, mais ça nous permet aussi de consacrer une attention beaucoup plus importante aux situations d'accueil des personnes en difficulté qui, là, ont besoin d'un interlocuteur physique. Vous partagez, Monsieur Didry, sur cette dernière question? Oui, tout à fait. Mais puis de toute façon, moi, quand ces sujets sont évoqués avec des élus qui ont plus de contraintes politiques qu'encore une fois qu'à Bras-sur-Meuse, de toute façon, je leur dis la GRC entre guillemets, elle se fait ailleurs et sans nous. C'est-à-dire que, enfin, je veux dire les risques qu'on peut, qui ont été soulevés dans la question par rapport à ça, les risques, c'est-à-dire effectivement perdre de quelque chose, mais en tout cas sur les réseaux sociaux et tout. Je veux dire, tout se passe sur les réseaux sociaux entre habitants, et donc vaut mieux quelque part donner un espace organisé d'échange et de partage avec nos habitants que de laisser de ne pas répondre. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout d'avoir ces outils-là qui permettent effectivement d'échanger, d'informer, et c'est beaucoup mieux. De toute façon, ça se fera dans tous les cas. La critique, le débat, il se fera sans nous si on n'y est pas. Jean-Marc Poncelet, un mot pour finir sur cette question également politique. Quelle est votre vision, votre retour d'expérience là-dessus? Alors moi, quand des élus, parce que les élus me posent aussi la question, pour moi, c'est aujourd'hui un élu perd énormément de temps à traiter en fait des petites demandes administratives que normalement il ne devrait pas avoir à gérer. Donc j'ai des élus qui sont spécialisés justement dans ces problèmes dans l'espace public. On les appelle pour des problèmes de propreté, alors qu'en fait leur service devrait agir. Et donc, cet élu perd énormément de temps à donner des coups de fil en interne, à envoyer des emails. Donc, tout ça, avec la GRC, c'est du temps qui va gagner parce que 90% normalement de ces choses-là vont être réglées par l'outil et par le fonctionnement. Et donc, on va pouvoir justement libérer du temps pour des choses les plus importantes. Et enfin, le gros avantage de ces démarches dématérialisées, c'est constituer un dossier qui amène énormément de transparence en interne. Donc, on va retrouver en quelques secondes, finalement, en tapant le nom du citoyen, mais quelle est la démarche et qu'est-ce qui s'est passé sur la démarche. Et donc, justement, on va pouvoir lui apporter une réponse beaucoup plus pertinente qu'avant, où il fallait décrocher son téléphone et aller retrouver où était le papier ou ce courrier qui s'était perdu. Donc, je pense que c'est une évolution extrêmement positive pour les élus qui vont pouvoir consacrer plus de temps à des choses à valeur ajoutée. Bien, nous arrivons au terme de cet événement, de cette webconférence. Merci infiniment, Monsieur Julien Didry de Bras-sur-Meuse. Monsieur le maire, merci beaucoup. De rien. C'est un plaisir. Merci, Monsieur Grandin. Merci, Monsieur Jean-Marc Poncelet. Pour toutes les questions qui n'auraient pas trouvé encore leur réponse, vous pouvez retrouver nos solutions de décryptage juridique et d'accompagnement opérationnel sur vk.fr. et toutes les solutions de GRC sur le site de Citopia, donc filiale de JVS Meristem, spécialisée dans les solutions GRC. Merci à tous nos auditeurs. Vous avez été extrêmement nombreux aujourd'hui
à nous suivre. Rendez-vous très bientôt hein, pour un prochain rendez-vous webconférence VK dès la semaine prochaine, mercredi 3 octobre. Ce sera sur un autre sujet, l'absentéisme, grand sujet de ressources humaines. Donc à très bientôt et merci à tous.